Rapproche-toi encore un peu du feu. Écoute le crépitement du bois sec et laisse la chaleur des flammes réchauffer tes mains, tandis que l'ombre de la nuit s'épaissit tout autour de nous. Avant d'embarquer dans la grande et fascinante traversée céleste de Chandra, le dieu de la lune, pose-toi une question toute simple en observant le ciel. T'es-tu déjà demandé pourquoi aujourd'hui encore, dans notre monde moderne et nos marchés financiers, nous parlons d'argent liquide, de liquidité ou de flux de trésorerie? Ce terme n'est pas une simple métaphore poétique apparue par hasard. Il vient directement du verbe latin liquidus, qui désignait jadis tout ce qui coule sans obstacle, ce qui est clair, limpide, pur et immédiatement disponible. Au Moyen Âge, dans les foires de Champagne ou sur les comptoirs de Venise et de Bruges, une dette dite liquide était une obligation parfaitement vérifiée, dénouée de tout litige, prête à couler de main en main pour irriguer le commerce, payer les marins et faire vivre les cités. L'argent, tout comme l'eau des rivières, exige un mouvement perpétuel pour préserver sa fraîcheur et sa vitalité. Mais une liquidité abandonnée à elle-même, qui coulerait sans retenue ni direction, finirait inévitablement par s'évaporer sous le soleil cuisant ou par s'infiltrer vainement dans le sable sec du désert, si personne ne prenait la peine de lui offrir un lit solide et des berges bienveillantes pour la guider. C'est exactement ici que la sagesse millénaire du zodiaque védique, le Jyotish, déploie toute son harmonie spectaculaire. D'un côté de la voûte céleste s'élancent les 6 frères solaires, les Purusha Rashi, ou signes masculins et impairs, qui, tels de grandes torches incandescentes projetées vers les étoiles, courent sans s'arrêter, consument le temps et dépensent leur énergie vitale vers l'extérieur dans un désir d'action, de conquête et de rayonnement. Mais si le cosmos n'était pas fait de cette projection masculine et brûlante, la liquidité du monde s'assécherait en un instant sous la chaleur du désir. Heureusement, veillent les Stri Rashi, les 6 sœurs, réceptives et nocturnes du zodiaque, portées par les signes pairs. Là où leurs frères émettent et dissipent, elles accueillent, écoutent et préservent, servant de réceptacles sacrés, d'accumulateurs patients, de conservateurs vigilants. Pour retenir cet argent liquide sans jamais le paralyser ni le figer dans la mort, ces 6 sœurs s'unissent intimement aux 2 seuls éléments de la nature capables de façonner, de contenir et de nourrir les fluides, la terre et l'eau. Alors, écoute l'histoire de leur grande traversée. La marche du voyageur cosmique commence en Vrishaba, le taureau. Cette toute première sœur de terre fixe, gouvernée avec grâce par Shukra, la planète Vénus, qui est dans la mythologie le précepteur des trésors, le détenteur du secret de la régénération et le maître suprême de la beauté, des arts, de l'harmonie et de l'abondance matérielle. Dans l'architecture du zodiaque cosmique, Vrishaba occupe la deuxième demeure, celle consacrée à la voix, aux ressources de la famille, à la nourriture pure et aux richesses accumulées au fil des générations, que l'on nomme le Dana Bhava. C'est précisément au cœur de cette vallée d'argile que se trouve le sanctuaire d'exaltation suprême, le Ucha de Chandra, là où la lune choisit d'établir sa demeure la plus chérie, au sein du nakshatra de Rohini, l'étoile rouge de la fertilité et du désert. Lorsque l'eau lunaire pénètre dans le Vrishaba, elle ne rencontre ni rocher, ni gouffre sombre, mais une terre tiède, généreuse, grasse et profondément stable. Contrairement aux eaux sauvages qui filent vers la mer ou s'évaporent au soleil, la liquidité s'imbibe ici amoureusement dans l'argile pour créer un sol noir d'une valeur inestimable. Et sous l'influence artiste de Shukra, l'argent liquide cesse d'être une monnaie volatile et éphémère. Il prend corps dans la matière tangible, se transformant en terres agricoles prospères, en cheptels vigoureux aux cornes ornées, en bijoux d'or massifs et en propriétés immobilières transmises de génération en génération. Imagine alors une vaste prairie nocturne baignée par la lumière tamisée d'une lune de nacre, où la rosée céleste tombe du ciel sous la forme de gouttes dorées qui, en touchant la terre humide, ne séchaient pas, mais cristallisaient doucement sous les sabots d'un grand taureau blanc assoupi, se transformant en émeraudes étincelantes et en pièces d'or enfouies à jamais sous l'herbe tendre. Puis le voyage s'ouvre sur Karka, le cancer, la première sœur d'eau cardinale et le domicile propre. Le Jva Kshetra, absolu de Chandra,
qui règne en maître sur la quatrième demeure du ciel, le siège de la mer, du cœur, des racines profondes, des véhicules et du refuge domestique. Dans les récits antiques de la cosmogonie védique, racontant le Samudra Manthan, le grand barattage de l'océan de lait par les dieux et les démons, Chandra est né des profondeurs sous-marines au même instant sacré que la déesse Lakshmi, l'incarnation céleste de la richesse, de la beauté et de la fortune. Symbolisé depuis la nuit des temps par le crabe à la carapace protective et impénétrable, Karka abrite sous sa couche rocheuse un intérieur d'une sensibilité et une intuition déconcertantes. Ici, la Lune n'a ni le besoin de négocier sa puissance, ni de chercher l'appui des autres planètes. Elle régit directement le balancement des marées et commande en souveraine à l'élément eau. La liquidité financière prend alors la forme d'un flux de trésorerie organique, instinctif, matriciel et profondément protecteur. L'argent n'est jamais amassé par simple avidité ou par orgueil personnel, mais généré et maintenu par le besoin vital de nourrir les enfants, de bâtir un foyer inébranlable, ou d'abriter sa communauté et d'assurer la sécurité affective et matérielle des siens. C'est la source originelle des revenus réguliers, du commerce de proximité, de la restauration, de l'hôtellerie et de l'abondance domestique. À la manière d'un temple de nacre pur suspendu au-dessus d'un océan d'argent liquide, dont le pouls profond et régulier bat au rythme exact des grandes marées cosmiques pour irriguer le monde sans jamais s'épuiser. La traversée mène ensuite le promeneur à Kanya, la Vierge, une sœur de terre mutable gouvernée par Bouddha, la planète Mercure. Ce dieu à l'esprit étincelant, né selon les textes anciens de l'union complexe et tumultueuse entre la Lune et Tara, Bouddha hérite ainsi de la sensibilité fluide et créative de son père Chandra, mais il choisit de la discipliner grâce au pouvoir suprême du discernement intellectuel. La Bouddhi, en occupant la Bouddhi. En occupant la sixième demeure du zodiaque, le secteur consacré au travail quotidien, à la santé, au service dévoué, aux obstacles et à la résolution méthodique des dettes, représenté dans l'iconographie védique par une grande jeune fille pure tenant un épi de blé nourricier dans une main et une torche éclairante dans l'autre. Alors qu'elle navigue paisiblement sur une barque au milieu de la nuit, Kanya agit comme une ingénieure cosmique de premier ordre. Elle sait pertinemment que l'eau lunaire, si elle n'est pas canalisée avec une rigueur absolue, risque de créer des marécages insalubres ou de s'évaporer inutilement sous forme de dépenses frivoles. Elle trace donc dans la terre fertile des canaux d'irrigation d'une précision géométrique fascinante. Elle invente la comptabilité analytique, l'analyse minutieuse des coûts, la gestion scientifique des stocks, l'épargne programmée et l'élimination systématique des fuites financières pour que chaque centime, chaque goutte d'eau produise son rendement maximal sans le moindre gaspillage. À l'image d'une gardienne attentive qui, au milieu d'un immense grenier voûté ouvert sur la voûte étoilée, tisse des fils d'argent dans la pénombre, pesant chaque grain de blé récolté sur une balance de cristal d'une sensibilité extrême avant que le premier rayon du soleil ne vienne illuminer la terre. Mais le chemin ne s'arrête pas là et s'enfonce ensuite dans les profondeurs mystérieuses de Vrishika, le scorpion. Une sœur d'eau fixe, placée sous le commandement impérieux et passionné de Mangal, la planète Mars, le dieu guerrier né de la terre elle-même, symbole de feu interne de sang, de stratégie et de courage indomptable. Vrishika correspond à la redoutable huitième demeure du zodiaque, le territoire des grands secrets, de la transformation alchimique, de la sexualité sacrée, mais aussi des capitaux partagés, des héritages, des impositions, des dettes d'autrui et des crises financières majeures. C'est précisément au cœur de ce puits obscur que Chandra connaît sa chute brutale, sa déstabilisation profonde que l'on nomme Nisha, le point où la douce lune perd ses repères de confort habituels. Les sages astrologues racontent que l'eau lunaire est alors forcée d'abandonner les paysages rassurants de la surface pour s'infiltrer dans les cavernes sombres, les failles géologiques et les nappes phréatiques du monde d'en bas. Mangal applique sa chaleur martienne à temps intense à ces eaux souterraines stagnantes pour créer une alchimie financière d'une puissance inouïe. Vrishika ne s'embarrasse pas de la petite épargne tranquille des jours paisibles. C'est la demeure incontestée de la haute finance. Des liquidations de faillites, des restructurations de capitaux, des fusions d'entreprises et de la gestion des fortunes cachées. Pour que la vraie prospérité puisse renaître ici,
La richesse doit souvent traverser l'épreuve du feu, du sacrifice et de la métamorphose radicale. Semblable à un lac d'encre noire et parfaitement immobile reposant au fond d'une grotte de basalte, ou bercé par le feu magmatique interne de la Terre, dorment depuis des siècles des trésors engloutis et des joyaux oubliés, qui ne révèlent leur lueur pourpre et métallique qu'à ceux qui possèdent l'audace et le courage absolu de plonger dans l'ombre sans trembler, puis en élevant les yeux vers les cimes rocailleuses et balayées par les vents glacés, on découvre Macara, le Capricorne. Une sœur de la Terre cardinale, régie par le règne austère et souverain de Shani, la planète Saturne, la sombre et vénérable maître du temps, du karma inexorable, de la persévérance et de la discipline suprême. Macara occupe la 10e demeure du ciel, le sommet culminant du zodiaque représentant le statut social, la réputation publique, les grandes institutions et les accomplissements que l'on bâtit pour l'éternité. Son symbole mythologique n'est pas une simple chèvre des montagnes, mais le légendaire Macara. Une créature chimérique monstrueuse au corps de bête terrestre, dotée de cornes et à la longue queue de poisson serpentiforme, capable de plonger dans les abîmes marins les plus obscurs, comme d'escalader les parois de roche les plus vertigineuses. Lorsque la liquidité de Chandra atteint les hauteurs de Macara, elle subit de plein fouet le souffle glacial et exigeant de Saturne. L'eau ne peut plus couler à sa guise, ni s'épancher dans la facilité élogieuse. Elle se trouve soudainement gelée, retenue par d'importants barrages de pierres centenaires, ou transformée en glacier millénaire au cœur de la montagne. Shani impose la loi exigeante du temps long, de l'effort continu et de la patience stratégique. C'est l'origine des fondations patrimoniales, des investissements institutionnels à long terme, des infrastructures nationales durables et des fortunes colossales édifiées pierre par pierre au prix de décennies de travail et de retenue. La liquidité y perd sa fluidité immédiate et sa disponibilité instantanée, mais elle y gagne en contrepartie une structure minérale indestructible, capable de résister aux tempêtes économiques et aux défaillances des siècles, telle une citadelle de granit noir dressée au sommet d'une montagne enneigée, où le temps semble lui-même suspendu pour transformer les torrents d'eau qui dévalent les pentes en blocs de diamants purs, d'une dureté à toute épreuve. Enfin, la grande traversée cosmique s'achève dans les vagues infinies de Mina, les poissons. Cette dernière sœur d'eau mutable, bénie par la protection bienveillante de Guru, la planète Jupiter, le grand précepteur spirituel des dieux, maître de la haute sagesse, de l'expansion, de la philosophie et de la grâce cosmique, Mina est la 12e et dernière demeure du zodiaque, le lieu sacré consacré à Moksha, la libération finale de l'âme, au renoncement ultime, excusez-moi, aux œuvres de charité et aux horizons lointains sans frontières. Son symbole vénérable montre deux poissons mystiques nageant en sens inverse, mais éternellement reliés par un cordon d'or. L'un tourné vers l'incantation matérielle et le monde des formes, l'autre orienté vers le retour au royaume de l'esprit. Dans le sanctuaire de Mina, toutes les barrières de terre s'effondrent, les digues s'ouvrent et les structures fondent. Chandra termine son long périple en déversant, sans compter toute l'eau accumulée au cours du cycle dans le grand océan primordial, sans rivage. C'est le moment de la dissolution ultime et sublime de la richesse matérielle. La notion même de propriété individuelle, de coffre-fort ou de compte bancaire s'efface au profit de la véritable richesse spirituelle, des dons anonymes, du mécénat et de la philanthropie pure. L'argent n'est plus cherché ni compté ni jalousement stocké, il est libéré de ses chaînes terrestres et rendu à l'univers entier dans un acte d'abandon joyeux, en se dissolvant dans cet océan jupitérien d'une profondeur insondable. La liquidité se purifie de toutes ses scories et de toutes ses avidités passées, se transformant doucement dans les eaux cristallines en une fine poussière d'étoiles lumineuses qui flotte dans la nuit cosmique, prête à réirriguer et à féconder la Terre lors du tout prochain cycle de la vie. Voilà comment ces six demeures de terre et d'eau agissent depuis le commencement comme le réceptacle absolu et indispensable de Chandra. Sans leur pouvoir combiné de réception, d'irrigation et de conservation, l'argent liquide glisserait désespérément entre nos doigts tremblants et s'évaporerait à jamais dans le vide glacial de la nuit. Alors voilà, c'était une petite capsule sur la notion de liquidité, de prospérité à travers les six signes féminins et masculins
du zodiaque védique. C'était une petite capsule pour Pekka Jyotispada. Cliquez, likez, commentez, etc. Partagez-nous vos impressions sur cette petite saison d'histoire audio. Voilà, et bah, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et à demain pour une autre histoire. Au revoir.